Le saviez-vous? Le saviez-vous? Le saviez-vous? Oh! Bonjour, bienvenue dans l'émission Les Ludologues. Je suis en compagnie d'Aurélien. Bonjour Julien. Bonjour Aurélien. L'émission Les Ludologues, c'est une émission qui va décortiquer un petit peu l'histoire des jeux de société, mais peut-être tu vas nous en dire un peu plus sur... Ben oui, tout à fait. À chaque fois, nous partirons d'un jeu ultra connu pour savoir d'où il vient, comment il fonctionne et surtout pourquoi ça marche. Nous chercherons ensuite sa trace dans la pop culture et parmi les sorties ludiques des dernières années. Aujourd'hui, du Shifumi à Seven Wonders Duel. Ah, alors première question, qu'est-ce que c'est le Shifumi? Vous vous demandez, non, tout le monde connaît ce que c'est le Shifumi. C'est un jeu en tout cas ultra pratique, qui nécessite pas de matériel à part une main en état de marche. Je vous donne les règles pour ceux qui... Alors Shifumi, il y a Shifumi, papier, feuille, ciseaux... Pierre, caillou, ciseaux. Pierre, caillou, ciseaux, il y a plusieurs écoles. Mais en gros, c'est le même jeu. Hein. Donc c'est deux joueurs qui se font face, après un décompte en 3 temps. Donc soit on dit Shifumi s'il y a beaucoup d'enjeux, ou alors pierre, feuille, ciseaux si on est sur un match amical plutôt. Chaque joueur effectue un symbole avec la main. Donc le premier symbole possible, c'est la main à plat qui symbolise la feuille. Ensuite, c'est les doigts en V pour symboliser le ciseau. Et enfin, le poing fermé pour symboliser la pierre. Si les deux joueurs font le même symbole, il ne se passe rien. Vous êtes bon pour tout recommencer depuis le début. Sinon, il est possible de dessiner un vainqueur comme ceci. La pierre bat le ciseau bat la feuille bat la pierre. Et paf, c'est fini quoi. Voilà, il n'y a pas de signe qui est plus fort qu'un autre en soi et c'est un jeu qui a une forme d'aléatoire et en même temps, on va voir, qui est assez prenant. Vas-y, on fait une partie. Allez, Shifumi. Et voilà, il a gagné, il a fait la pierre, j'ai fait les ciseaux comme un con à chaque fois, je crois que je perds. Mais je vous expliquerai pourquoi Julien il est tombé dans le panneau tout à l'heure. C'est ça, parfait. À la maison, on n'est plus sur des matchs en 2 ou 3 manches gagnantes. Je sais pas si tu as une préférence ou... Moi, ça me frustre un peu en une fois. Quoi. Alors, il y a beaucoup de variantes. Hein. J'ai même des amis moi, qui faisaient le Shifumi directionnel. Il y avait une direction qui était amenée. Il fallait faire avec l'autre main une direction vers le haut, vers la gauche, en bas à droite. Et c'était validé que si on faisait la même direction que l'autre. Oh punaise, d'accord. Ça, je sais pas si on en parlera, on verra. C'est pour la version expert, ça. Par contre, le jeu, il est souvent très utilisé pour désigner celui qui va effectuer une tâche ingrate, la vaisselle ou changer une couche. Des fois, ça peut être aussi une manière de désigner un premier joueur ou de tirer un peu au sort. Hein. Ça peut être une manière comme ça de le faire. C'est ça. Et donc, le Shifumi, d'où est-ce que ça vient? Ça vient d'où? Oui, au fait, ça vient d'où? Alors, le Shifumi, tout le monde connaît, mais on ne sait pas vraiment d'où ça vient, souvent. Alors, c'est un jeu qui a des origines extrêmement anciennes. C'est pas quelque chose qui a été inventé en Occident. Ce qu'on a retrouvé, c'est que ça viendrait plutôt d'Asie. Notamment, les premières traces qu'on peut retrouver qui mentionnent ce jeu, c'est dans la dynastie des Ming, au 7e siècle. Il y a des écrits qui parlent d'un jeu qui s'appelait le Shuxiling. Alors, je ne sais pas si je le prononce bien, mais je sais pas, hein. Ça se dit sans doute comme ça. Et apparemment, il y avait des nobles qui pouvaient jouer déjà à ce jeu-là. Et en fait, en Asie, apparemment, il y a aussi toute une culture ce qu'on appelait les jeux de main. Donc, jeu de vilain. Exactement. Mais là-bas, c'était une manière de jouer. Et donc, l'un de ces jeux de main, le Shuxiling, semble avoir pris son origine en Chine. Par la suite, on le retrouve pas très loin, au Japon. Finalement, on pense que c'est au contact des Japonais que ce jeu est arrivé en Occident. D'ailleurs, le mot Shifumi semble être emprunté au japonais. Par rapport à ça, je n'ai pas trouvé de certitude sur la traduction. Certains pensent que ça pourrait être juste une manière de dire 1, 2, 3, de rythmer. Et d'autres traductions proposent que Shi ferait plus ou moins référence à la pierre, Fu à la feuille et Mi au ciseau. Voilà, l'originalité des Japonais, c'est qu'ils avaient transformé le tissu. Pour les Chinois et les Coréens, c'était le tissu. Et les Japonais ont inventé que c'était une feuille. Wow. Ah oui. Ah. Il existe également, aujourd'hui encore, des compétitions de Shifumi. Alors c'est vrai que ça pourrait paraître extrêmement basique comme jeu, mais il y a quand même des championnats. Alors dans la culture japonaise, ça se fait beaucoup, à différents niveaux de la société. Il y a des fois même des décisions importantes apparemment qu'on peut être pris avec le Shifumi dans certaines entreprises. Pas que changer les couches, quoi. Non, apparemment. Alors je ne sais pas si c'est de la légende urbaine, mais en tout cas, il semble que ça soit assez connu. Puis il y a des fêtes de village où on peut trouver des tournois de Shifumi. Et puis, les Américains ont repris ça aussi avec leur manière assez théâtrale. Ils ont un championnat, le World Rock Paper Scissors Championship, qui se prend plus ou moins au sérieux. En fait, en regardant leurs émissions, j'ai pas réussi à savoir s'ils se prenaient vraiment au sérieux. C'est très mis en scène. Alors, c'est vrai que la finale, c'est assez rapide quand même, un match de Shifumi. Oui. On peut le faire en plusieurs manches, mais sinon, c'est quand même assez rapide. Et puis également, il y a des émissions de télé au Japon qui reprennent beaucoup le Shifumi. Un petit extrait pour rire d'une émission japonaise.
Je crois qu'elle a fait pierre, elle a gagné, quoi. Et l'autre a fait ciseaux. C'est ce que j'ai compris du peu de japonais que je pratique. Après, s'il y a des auditeurs qui comprennent le japonais, on est content d'avoir des retours. Si vous aimez les jeux de société, le Shifumi, j'imagine que c'est pas votre jeu de société favori, loin de là. Ce qu'on va essayer de regarder, c'est finalement cette mécanique, comment elle est reprise. Alors, elle est rarement reprise comme telle, mais en fait, si on creuse un petit peu, on se rend compte que c'est quand même une mécanique qui a inspiré pas mal de mécaniques qui sont encore actuellement utilisées dans les jeux de société. Par exemple, dans Donjons et Dragons. Tu connais Donjons et Dragons, Julien ? Eh bien, j'y ai jamais joué. Je connais, mais j'y ai jamais joué. Alors, c'est un des C'est un appel du pied, ça s'appelle. Voilà, un père du jeu de rôle. Ça a été repris dans beaucoup de jeux, mais il y a des éléments. Le feu, l'eau, la terre, l'électricité. Et finalement, dans Donjons et Dragons, quand on se met à faire de la magie, on peut choisir des éléments. Et souvent, il n'y a pas un élément qui est plus fort qu'un autre. L'eau va battre le feu va battre les plantes, etc. Donc on retrouve cette triangulation avec, c'est une manière d'équilibrer les jeux aussi, de faire qu'il n'y ait pas un truc qui soit le plus fort, mais que chaque chose a un contre. C'est ça, chaque chose bat un truc, mais se fait battre par autre chose, quoi. Voilà, exactement, ce système de triangulation. Ah, c'est pas le système du Shifumi, en fait. Si, c'est ça. C'est ça. Ah, j'avais dormi, pardon. Donc dans les wargames, c'est beaucoup repris, ça c'est sûr, dans beaucoup de jeux d'affrontement, de wargames, c'est repris. Et puis, si on va jusqu'à notre époque, finalement, ce système de triangulation avec 3 axes dont l'un n'est pas plus fort que l'autre, on le retrouve dans Seven Wonders version duel, surtout, où le système d'équilibrage a été magnifiquement pensé donc, par ses auteurs Antoine Boza et Bruno Catala, avec 3 conditions de victoire. Et c'était une forme de nouveauté pour les jeux de cette époque, c'était qu'il y avait plusieurs manières de gagner et des pistes de points indépendantes les unes des autres. Donc on peut progresser sur le militaire, sur le scientifique, et on peut cumuler des points de culture, des cartes bleues qui font des points. Et on peut gagner avec ces 3 manières de scorer. C'est-à-dire qu'on peut gagner parce qu'à un moment on est allé trop loin sur le militaire par rapport à l'autre, trop loin sur la science, et puis les derniers critères, c'est un critère, si jamais à la fin de la partie aucun des 2 autres n'est rempli, c'est celui-là qui détermine le vainqueur. En fait, les 2 premiers, c'est une espèce de tir à la corde un peu, et si tu lâches la corde, t'as perdu, quoi. Exactement, on pourrait dire, là j'ai l'opportunité d'aller à fond sur le militaire, mais si ça passe pas, finalement l'autre peut me contrer en ayant pris toutes les cartes scientifiques. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui permet d'avoir une tension tout au long de la partie et que chaque joueur garde une chance de victoire jusqu'à la fin. Donc on peut penser que finalement, peut-être, Seven Wonders Duel, un des éléments de son succès tient à cette mécanique-là prise du Shifumi où il y a une tension et une impression que chaque joueur peut gagner jusqu'à la fin. Donc le Seven Wonders Duel, c'est un peu différent peut-être du Seven Wonders, si on en dire 2 mots, ça se joue qu'à 2, comme son nom l'indique, et je sais qu'à chaque fois qu'on prend une carte, on se dit mais qu'est-ce qu'on va laisser à l'autre, en fait, à chaque fois c'est plus... essayer de réfléchir à qu'est-ce qu'on laisse pas à l'autre. C'est ça, dans Seven Wonders Duel, donc c'est une déclinaison du jeu Seven Wonders qui se jouait pas à 2 à la base. Qui joue à 7. Voilà, et de 3 à 7. Et donc, dans Seven Wonders Duel, effectivement, ça se joue uniquement à 2 et il y a un système de draft de cartes qui sont placées selon une mosaïque au milieu. Certaines recouvrent d'autres et on va au fur et à mesure récupérer des cartes. Il y a aussi un petit système d'économie, soit on peut prendre la carte, soit la vendre. Et puis, il y a un système de ressources qui permet de prendre certaines cartes et pas d'autres. Voilà. Et donc, c'est assez tendu tout au long et on va progresser sur ces 3 pistes de score, ces 3 manières de scorer pour atteindre l'une des 3 conditions de victoire. Et c'est un jeu qu'on vous recommande. Exactement. Ça va où? Ça va où? Dans quoi on le retrouve? La pop culture, Les jeux modernes qu'est-ce que ça devient. On passe maintenant à la séquence sur la pop culture. Il n'y a pas que Seven Wonders Duel qui reprend un peu des éléments de Shifumi. C'est vrai. On retrouve ça dans la série. Alors moi, je la connaissais mal, la série Big Bang Theory. Toi, tu as peut-être déjà regardé. Oui, c'est une série que j'ai un petit peu regardée. Elle a eu pas mal de succès à sa sortie. Et il y a un des épisodes dans lesquels, et finalement, l'un des personnages, je crois que c'est Sheldon. C'est Sheldon, ouais. Voilà, qui apporte finalement cette... variante du Shifumi qui est le Rock, Paper, Scissors, Lizard, Spock. Alors c'est aussi un peu influencé par Star Trek en l'occurrence. Vous pourriez trancher ça avec pierre, feuille, ciseaux, lézard, Spock. C'est quoi ce truc-là? Pierre, feuille, ciseaux, lézard, Spock a été inventé par le pionnier d'Internet, Sam Cass. C'est une variante du jeu classique pierre, feuille, ciseaux. Comment ça marche?
Oh, c'est très simple. Regarde, les ciseaux coupent la feuille recouvre la pierre écrase le lézard empoisonne Spock écrabouille les ciseaux décapitent le lézard mange la feuille désavoue Spock vaporise la pierre et, comme toujours, la pierre casse les ciseaux. Bon, bah, cul de chouette. Voilà, je pense que c'est clair. Exactement, c'est facile à comprendre. Alors on voit qu'effectivement en pierre-feuille-ciseaux c'est vite expliqué. On peut faire des systèmes circulaires avec plus d'éléments, mais tout de suite ça devient quand même plus complexe. C'est ça. Mais là, c'est pas tout à fait circulaire, parce qu'il y en a certains qui battent deux autres. Non, c'est ça, il y en a un qui en bat Oui, deux mais- et qui se font battre par plusieurs. Ouais. Ça reste quand même, il n'y en a pas un qui est plus fort que les autres et je Oui. crois que tous ont les mêmes probabilités de victoire. Parfait. Et on retrouve aussi dans la série That 70s Shows, où les deux éléments en plus qui sont ajoutés, c'est la bombe nucléaire et le cancrelat. Donc comme c'est un système à 5, à mon avis c'est le même système, ça bat deux autres éléments. C'est ça, mais j'avais pas d'extrait de Sheldon qui expliquait ça dans le 70 Show. Je pense qu'il doit pas jouer dedans, à mon avis. Sans doute pas. Et on retrouve aussi ça dans le roman Les Fourmis de Bernard Werber, donc un roman paru en 1991. Il y a un moment donné, en fait, il y a Jonathan et la fourmi 103 683, c'est précis. Ils tombent dans un trou tous les deux. Ils peuvent pas sortir immédiatement et ils ont du mal à communiquer. Forcément, c'est un humain et une fourmi. Et une des façons qu'ils ont de faire quelque chose ensemble, c'est de se mettre à jouer au Shifumi. Et le temps passant, en fait, ils doivent de plus en plus anticiper ce que va jouer l'autre, parce que plus tu joues, plus tu te connais, et plus tu peux anticiper sur ce sur quoi va réagir l'autre. C'est une espèce de métaphore, une réflexion sur les choix apparemment simples, mais qui peuvent être le fruit de réflexions plus profondes. C'est un peu ça qui... Tout à fait, c'est justement une bonne intro pour notre prochaine partie. La seule chose que je me demande, c'est comment la fourmi joue à Shifumi avec ses petites pattes. Mais On a plein des pattes. elle en a plein. Peut-être qu'elle arrive à faire des ciseaux, des Je feuilles sais pas. et des pierres. Est-ce qu'un tyrannosaure peut... Bah oui, parce que c'est bon, il peut jouer à Shifumi, j'allais dire. Normalement, un Ses petits bras. tyrannosaure, oui, mais une fourmi, c'est quand même plus difficile. C'est vrai. En tout cas, le fait qu'ils apprennent à se connaître et que finalement, le jeu prend une autre tournure quand on joue avec la même personne plusieurs parties, c'est une bonne intro pour notre prochaine séquence sur l'instant P. C'est quoi tout ce truc-là? Ben vous, ici, le divan, à la psychanalyse, quoi. J'ai toujours trouvé ça complètement con. Je trouve ça débile. Alors, l'instant P, pourquoi c'est fun finalement le vrai, Shifumi? Parce que ça fait quand même depuis les Ming que les êtres humains jouent à ce jeu. Pourquoi c'est fun? Alors, on en a un petit peu parlé tout à l'heure. Il y a une tension déjà qui est liée au fait que, a priori, c'est du hasard. Donc, moi, j'ai beau être champion du monde de Shifumi, t'auras toujours une chance de me battre, Julien, finalement. Ah ouais. Oui, parce qu'il n'y a C'est vrai. pas d'élément plus fort que l'autre. Et a priori, même si je maîtrise le jeu, il y a toujours 33% de chance de gagner. Mais finalement, comme dans les jeux de paris sportifs, c'est pas aussi mathématique que ça. On n'a pas exactement 33% de chance de gagner dans notre esprit. Pourquoi? Parce que ce qu'on va utiliser comme compétence, c'est une compétence cognitive qui s'appelle la théorie de l'esprit. C'est la capacité de se mettre à la place de l'autre. Donc si vous jouez avec un inconnu, vous allez peut-être faire un peu au hasard votre signe. Mais si vous jouez avec quelqu'un que vous connaissez bien, vous allez commencer à essayer de vous mettre à sa place. Vous dire, attends, lui d'habitude il fait ça, je suis sûr qu'il va faire ci, etc. Donc ça, c'est déjà un premier élément qui fait que ce jeu, finalement, qui paraît un jeu de hasard, a une dimension psychologique, puisqu'on peut essayer de deviner ce que va faire l'autre. Il y a également des effets qui font que c'est pas exactement 33% de chance de gagner. Tout à l'heure, Julien a fait le ciseau, moi j'ai fait la pierre. Et pourquoi j'ai gagné et pourquoi j'avais plus de chances de gagner que lui, c'est parce qu'il y a un autre phénomène cognitif qui est en jeu. Quand on dit pierre, feuille, ciseau, le dernier mot qu'on dit c'est ciseau. Et ça fait un effet d'amorçage. C'est-à-dire que dans notre tête, le cerveau se prépare en permanence à préparer des réponses motrices en fonction des stimulus qu'il reçoit. Et donc, quand on entend ciseau, en fait, on prépare notre main à faire le ciseau. Et donc, statistiquement, si on n'a pas volontairement préparé un geste, on va avoir plus tendance à faire ciseau que pierre ou feuille, qui ont été des mots qui ont été prononcés avant. Ce phénomène d'amorçage, c'est par exemple, si je dis rail et qu'ensuite je te dis de penser à un véhicule, tu vas avoir plus de chances de penser à un train qu'à une voiture. C'est un premier élément qui fait que ce petit jeu tout bête, quand on commence à jouer plusieurs fois avec la même personne, il prend vraiment un autre tournant, une autre tournure. Finalement, ça permet aussi des fois des belles remontées parce que comme tous les jeux de hasard, si on fait un jeu de pile ou face, un concours à pile ou face, la proba, c'est pas de faire 50% un coup pile, un coup face. On peut avoir des séquences quand on s'intéresse à la théorie des probabilités sur des fois il peut y avoir des belles remontées. On peut faire 4 fois pile, 5 fois pile et c'est pareil avec pierre, feuille, ciseaux. Il y a un effet un peu quand on vient de se faire battre 3-4 fois à la suite, il y a une espèce de stress qui peut monter et donc il y a vraiment ce truc un peu probabiliste aussi qui joue, qui peut faire une tension sur un jeu qui paraît à la fois basique mais prenant.
Ça nivelle aussi les chances de victoire. C'est vrai que du coup, c'est rapide. Et du coup, on pense qu'on peut se refaire, quoi. Quand on vient d'être battu, on se dit, ah bah, je vais me refaire. Et puis finalement, un enfant peut battre un adulte. Et ça, c'est assez chouette Oui. pour ce genre de jeu. C'est aussi, tu l'as dit tout à l'heure, un jeu qui n'a besoin d'aucun matériel sauf des mains. Donc c'est assez facile. Et je crois même que c'est des choses parfois qu'on peut utiliser un peu comme manière d'attendre comme jeu. Les enfants parfois dans les files d'attente. C'est ça, oui, dans les files d'attente, c'est assez pratique. Moi, j'ai quelques enfants à la maison et pour les faire patienter, des fois, on joue un peu à ça. Ça occupe pas une demi-heure, hein, mais pendant 5 minutes, ils pensent à autre chose. Alors, pour ceux qui ont des enfants dans des files d'attente aussi, il y a une variante qui s'appelle le 007. Je me dis que tu connaissais. Ouais, c'est comme James Bond. Exactement. C'est comme le Shifumi, pas besoin de matériel. Il y a des parallèles avec le Shifumi. Il y a toujours 2 joueurs qui doivent faire simultanément un geste parmi 3 possibles. La différence, c'est les 3 gestes sont pas les mêmes. Il y a le premier geste qui est je mets mes index de chaque côté de ma tête. Ça veut dire je recharge mon pistolet. Ah ouais, il faut avoir 2 mains du coup là. Ah oui, il faut 2 mains. En matériel, tu doubles. C'est pour ça que le T-Rex ne peut pas jouer à 007. Non, il a les bras trop courts. Et voilà. Je tire, donc là il suffit de pointer l'autre joueur avec plutôt 2 doigts, ça dépend si vous avez un Magnum ou un petit Smith & Wesson, Ok. c'est un choix. Et la troisième possibilité, c'est je me protège, je croise mes 2 bras devant moi pour éviter la balle que l'autre vient tirer. Efficace. La particularité, c'est que pour tirer, il faut avoir rechargé son pistolet. Et on commence avec le pistolet vide, j'imagine. Exactement, donc souvent le premier geste qu'on fait, c'est on commence par recharger tous les 2, parce qu'on ça risque rien, l'autre ne peut pas nous tirer dessus et on a au moins une balle. Et à partir de là, ça commence de est-ce que je tire, est-ce que je recharge, est-ce que je me protège. Donc ça dure un petit peu plus longtemps que le Shifumi. Puisqu'il faut arriver au bout, on gagne en général au bout de 3-4 gestes, ça peut durer très très longtemps. Voilà, la particularité c'est que on peut avoir autant de balles qu'on veut dans son pistolet, donc je peux recharger 20 fois avec le risque de me faire tirer dessus pendant que je recharge, mais sinon je peux avoir 20 balles puis après tout tirer sur l'autre. Donc le 007, je recharge, je tire et je me protège. Et bien comme quoi le Shifumi survit dans les cours de récré, même encore aujourd'hui, sous une forme plus élaborée, une forme expert du Shifumi on pourrait dire. Exactement. On parle un petit peu des jeux de société qui s'inspirent du Shifumi, donc des jeux à base de double guessing, donc comme on l'a vu précédemment. C'est un vrai terme tiré du monde du jeu de société quand on parle de double guessing. C'est ces mécanismes qui sont basés, donc je pense qu'il pense que je vais faire telle action, mais comme je sais qu'il sait, je vais faire peut-être autre chose. Et voilà, c'est ce qu'on appelle le double guessing. Oui, c'est ce que j'ai appelé tout à l'heure la théorie de l'esprit. Ça, c'est plus en psychologie qu'on dit ça. Et effectivement, dans le monde du jeu, j'ai plutôt entendu le double guessing. Ouais. Donc c'est une espèce de tourbillon de pensée un peu sans fin. Ça nous amène souvent à jouer un coup peut-être moins intéressant, parce qu'il est moins évident. Il y a peut-être un coup super évident à faire qui nous fait gagner plein de trucs, mais comme l'autre il sait que on va aller là-dessus, il va le faire, donc on joue un truc moins intéressant, mais comme on se dit que... Bref. Donc moi ce que j'aime dans ces jeux de double guessing, c'est justement cette dimension psychologique un peu qui oblige à se mettre à la place de la personne avec qui tu joues, ce que tu expliquais tout à l'heure, comment elle joue habituellement, est-ce qu'elle prend des risques ou non, d'étudier un peu son comportement pour essayer de trouver un peu la parade, puis de changer aussi le sien pour être surprenant. Donc ça va dans les 2 sens. Bah oui, tout à fait. Tout à l'heure, quand je parlais du pierre-feuille-ciseau Shifumi, je disais par exemple, le ciseau, un joueur non averti va peut-être avoir plus tendance à faire ciseau. Donc le joueur averti, lui, va jouer la pierre. C'est ça. Mais si on se dit que l'autre est averti et joue la pierre, on va jouer la feuille. C'est un peu ça le double guessing. Exactement. Donc c'est une mécanique, moi je trouve, d'une simplicité assez redoutable, et surtout quand c'est placé au bon moment dans certains jeux. Il y a des fois il y a des moments à fort enjeu, et il faut choisir un truc en fonction de ce que va faire l'autre. Ça peut rapidement faire des nœuds au cerveau. Ouais, c'est une mécanique d'interaction qui est hyper intéressante, parce que c'est plus juste la logique pure du coup que je vais faire, mais c'est selon ce que l'autre va faire, le coup qui va être porteur va pas être le même. Et je vous propose qu'on vous présente 5 jeux avec une forte dose de double guessing dedans. On va dire du plus simple au plus élaboré s'il faut les trier, mais c'est 5 jeux qu'on vous recommande fortement. Le premier s'appelle Crossing. C'est un jeu qui est coédité par Cocktail Games, Monster Games et Space Cowboy. Alors Cocktail Games et Space Cowboy, c'est 2 énormes mastodontes du jeu de société. Ils ont fait plein de trucs, ils ont fait Splendor, ils ont fait Imagine pour Cocktail Games, enfin bref, énormément de jeux. Et là, ils se sont mis ensemble pour faire un jeu moi, que j'aime beaucoup, qui est très très simple. C'est un jeu de Yoshiteru Shinohara. Donc là, il y a beaucoup de jeux japonais en fait qui utilisent ce principe du double guessing, ça doit être dans la culture. Le Shifumi vient du Japon, comme on disait, donc je pense que c'est pas pour rien. Et donc le jeu est illustré par Charlène le Scanf,
J'ai plus de mal avec le nom breton là qu'avec le nom japonais. Bref, le jeu, moi je le trouve, il est marqué à partir de 8 ans et plus, mais il est accessible à des enfants beaucoup plus jeunes. Je pense que c'est parce qu'il y a des petits diamants, ils risquent de les manger. Ah oui, Ça c'est doit être pas pour en ça, termes de mécanique du coup. En termes de mécanique, c'est ultra simple. Moi, je pense à partir de 4-5 ans, ça marchait déjà avec mes enfants de la file d'attente. Le principe, on dispose des champignons au milieu de la table. Par contre, on en met un de moins que le nombre de joueurs, comme pour les chaises musicales en fait. À chaque tour, on dispose des petits diamants sur chaque champignon. Donc il y a certaines configurations de diamants qui sont plus intéressantes que l'autre, forcément, même s'il y a le même nombre ou pas, ou des fois il y en a plus. Et puis en même temps, tout le monde lève son doigt et va désigner un champignon sur lequel il veut prendre les diamants. Si on est tout seul à désigner le champignon, on ramasse tous les diamants, ça c'est facile. Par contre, si on est plus de 1, personne ne ramasse rien. D'où l'idée d'essayer de deviner qu'est-ce que vont pointer les autres. C'est ça, est-ce qu'ils vont essayer de prendre le champignon où il y a plein de diamants dessus, ou prendre celui à côté où il y en a que 2, en se disant tout le monde va aller sur le gros, donc moi je vais sur le petit, et puis tout le monde se dit ça, et puis au final tout le monde va sur le petit, et personne ne gagne rien. Et on peut se retrouver tous perdants à la fin. Ou tout seul sur le gros, parce que tout le monde est parti ailleurs. Donc ça va très très vite, hein, ça dure 10-15 minutes les parties. À partir du second tour aussi de jeu, on peut aller voler les diamants chez les autres. On peut aussi se protéger en fait pour sauvegarder les diamants qu'on a récoltés. Donc il y a à la fois les champignons au milieu, puis les autres qu'on peut les voler, mais toujours avec la même mécanique. C'est-à-dire si 2 joueurs essayent de venir voler chez quelqu'un, ça s'annule et ils ne volent pas, quoi. Ouais. Alors j'avais essayé la stratégie de jamais sauvegarder, mais ça marche pas bien. Enfin, de dire j'ai un gros tas, puis tout le monde va venir forcément me le piquer. Ouais. Et donc ça marche un coup ou deux, puis après ils ont capté, mais ça ne marche pas, voilà. Ouais, moi typiquement c'est le genre de jeu où j'aurais envie de dire ce que je vais faire. Oui. Pour rajouter une dimension de double guessing en annonçant ce que je vais faire, pour que les personnes se disent est-ce qu'il va faire ce qu'il dit, est-ce qu'il va faire l'inverse de ce qu'il dit. Alors avec les enfants c'est assez drôle, parce que des fois il y a un champignon où il y a beaucoup de diamants, et tu dis ça c'est le mien, donc je monte toujours le même. Ouais. Et des fois avec des enfants ils lâchent pas en fait, et on est comme 2 imbéciles à toujours pointer le même, et on gagne rien pour toute la partie. Ouais, c'est vraiment des jeux qui prennent tout leur sens dans la relation avec qui on joue en fait, C'est plus ça. que par la mécanique de base. Exactement, donc c'est très 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 drôle, ça marche à partir des enfants en très bas âge. Les parties sont courtes, donc je vous dis une dizaine de minutes, et à tous les tours il y a une espèce de dilemme entre désigner le gros tas de diamants ou viser un plus petit pour essayer d'avoir des chances de l'avoir, sachant que les autres vous font à peu près la même chose. C'est du double guessing version accélérée, quoi. Ouais, et c'est un jeu qui est déjà un petit peu ancien, enfin en tout cas Oui. qui est de 2015 j'ai vu, donc Oui. il a déjà presque une dizaine d'années. Le jeu que tu veux nous présenter ? Oui, alors moi j'allais enchaîner avec un autre jeu, alors qui est beaucoup plus récent, je pense qu'il a dû sortir l'année dernière, ou cette année, Pray Another Day. 2023 là. Voilà. Donc Pray Another Day, c'est un jeu de Brett Gilbert et de Matthew Dunstan, illustré par Stéphane Escapa, et qui est édité chez BlackRock Games. Donc c'est un jeu qui finalement ressemble pas mal au Shifumi. Alors c'est pas circulaire, c'est plus hiérarchique, c'est-à-dire qu'il y a 5 animaux, 5 cartes avec 5 animaux, tout le monde a les mêmes. Donc on retrouve ce principe d'égalité. Et donc vous avez l'ours, le loup, le lynx, le hibou et la souris. Il y a une hiérarchie avec l'ours qui peut manger tous les autres, le loup qui peut manger tout le monde sauf l'ours, le lynx peut manger le hibou, la souris, et le hibou peut manger que la souris, et la souris ne mange personne. Donc on a. Elle perd tout le temps, alors pourquoi elle perd pas tout le temps, vous allez comprendre, parce qu'en fait, on commence avec nos 5 cartes en main et on va tous choisir en même temps une carte face cachée. Et puis on va révéler les cartes. Si on est plusieurs à avoir, on va appeler dans l'ordre. Donc d'abord on va appeler le plus fort, on va appeler l'ours. Tous les gens qui ont pris l'ours doivent se révéler leurs cartes. S'il y a un seul ours, il va partir en chasse et il va manger tous les animaux d'une espèce donnée. Par exemple, il va dire je mange tous les loups. Et là tous les loups doivent se révéler et dire je suis éliminé. S'il y a plusieurs ours qui se révèlent, à ce moment-là, ils se bagarrent entre eux et ils ne partent pas en chasse, ils mangent personne. Et ensuite, on appelle les loups. Les loups, pareil, soit il est tout seul et il mange, soit ils sont plusieurs loups et ils mangent personne, et ainsi de suite. Et on appelle jusqu'à la souris. Si plus d'un joueur a survécu à ce tour, on relance un deuxième tour sans les joueurs qui ont été mangés. Donc c'est un jeu à élimination, mais en fait ça va très vite, donc c'est pas très gênant d'être éliminé. On relance une manche où on peut plus jouer l'animal qu'on avait déjà joué, puisqu'il reste posé face visible sur la table, donc tout le monde sait qu'on l'a plus, celui-là. Et on va faire comme ça 3 rounds, et à la fin des 3 rounds, la personne qui a survécu va gagner un certain nombre de points, 2 points. Et s'il y a plusieurs survivants, c'est là le petit twist de la souris, c'est s'il y a plusieurs survivants, on fait un Shifumi. Non. Ah bon, je suis déçu. Non, on va compter les points qu'il y a sur les cartes. Et donc, les points sont inversement à la hiérarchie. C'est-à-dire, la souris vaut 5, le hibou 4, le lynx 3, le loup 2 et l'ours 1. Donc, t'as plus de mérite à avoir gagné avec la souris. Voilà. En fait, si on arrive à caler des animaux faibles et survivre, à la fin, on va récolter 2 points.
alors que si on est juste survivant, mais sans avoir le plus de points, on a 1 point. Et ça se joue en 5 points, donc c'est assez rapide, assez chouette. On retrouve vraiment ce côté, les enfants peuvent battre les adultes. Ça se joue rapidement, c'est un jeu à élimination, mais où finalement les éliminations ne sont pas trop pénalisantes parce que ça va vite. Et donc c'est un jeu très chouette et qui, moi, m'a beaucoup fait penser au mécanisme du pierre-feuille-ciseaux. Parfait, donc les petits comme les grands peuvent jouer, c'est facile à expliquer aux grands-parents aussi. Ouais, et il y a vraiment le double guessing aussi, où si vous rejouez souvent avec les mêmes personnes, et ben en fait, il y a ce côté, ah mais lui, je sais que d'habitude, il y a toujours la stratégie de commencer avec l'ours, etc. Alors, moi, je joue aussi avec les enfants, pas dans la file d'attente pour le coup. C'est vrai que c'est assez drôle de les voir faire parce que ça leur apprend vraiment ce truc-là. Ils ont tendance à choisir l'ours, et puis tout le temps l'ours, puis au bout d'un moment, ils comprennent finalement, se dire, ah, mais en fait, les autres comprennent que je prends toujours l'ours, et puis après, toujours le loup, et du coup, ça devient un peu prévisible et facile. Donc voilà, ouais. Très 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 chouette comme découverte. Parfait. C'est un peu ce qu'on appelle le metagame en fait, c'est quand mais ça on y reviendra dans peut-être un autre épisode, moi c'est un sujet qui m'intéresse. Ouais. Metagame. Ouais, mais là c'est un metagame qui est personne dépendant, c'est-à-dire. Parfait. Oh, bah, c'est souvent ça en fait, c'est à force de jouer au même jeu avec des gens en fait, tu commences à prendre des habitudes et le jeu il devient différent de. Ouais, tout à fait. Et là, c'est si table. tu joues avec la même personne qu'à force tu peux décrire ses habitudes, mais C'est ça. il y a sans doute des grosses tendances qu'on peut retrouver chez tous les joueurs. Le jeu suivant. C'est toujours un jeu avec des animaux dedans. Alors ce coup-ci, c'est des rats écossais. Ok. C'est un jeu édité chez Blue Orange. C'est un jeu de Seiji Kanai, encore un japonais, illustré par Christophe Swall. Je pense pas que ça soit un breton. Seiji Kanai, il est connu. C'est aussi l'auteur du jeu Love Letter. Donc le Bravats, c'est un peu un dérivé de Love Letter. En Oui, vrai. qui a aussi un jeu avec pas mal de double guessing. C'est ça. En fait, il y en avait plein. On a secoué une poubelle. Il y en a 20 qui sont tombés. Il a fallu choisir. Ça se joue uniquement à 2 joueurs. C'est à partir de 8 ans et plus pour des parties de 10 minutes maximum. Alors là, par contre, faut bien 8 ans, je pense. C'est pas que pour les petites pièces à manger, quoi. C'est ça. Là, il n'y a que des cartes. Alors beaucoup, il n'y a que 16 cartes. 8 cartes chacun. Le but du jeu est de remporter 4 manches. Chaque joueur dispose d'une main de cartes identique. Donc il a 8 cartes. Les cartes, quand elles sont jouées une fois. C'est-à-dire une fois qu'on l'a jouée, on ne peut plus la rejouer. Les 2 joueurs choisissent une carte simultanément et ensuite ils la révèlent et on résout la bataille. C'est pareil, c'est un peu comme le jeu que tu décrivais avant. Il y a quand même Une roue. Une roue, ouais, c'est plus le plus fort et le plus faible. Il y a une carte qui vont de 1 à 8 en force. Mais chaque carte, elle peut quand même être contrée par une autre. Par exemple, oui, c'est pas uniquement hiérarchique de 1 à 8. non. Il y a un côté circulaire. C'est ça, il y en a qui peuvent annuler la manche, il y en a qui peuvent dire bah non, c'est le plus faible qui l'emporte. Il y en a. Alors le roi, la carte la plus forte, si la princesse, si tu joues la princesse qui est la plus faible à ce moment-là, et ben boum, tu gagnes la partie directe, quoi. Oui, du coup, c'est un peu les cartes qui ont les plus fortes valeurs ont les pouvoirs les moins forts, c'est équilibré comme ça. C'est ça, ouais, exactement. Elles sont juste très fortes, mais elles n'ont pas de pouvoir, en gros. Alors que les petites cartes ont des pouvoirs assez forts qui peuvent être s'ils sont bien placés au bon moment. Exactement, c'est ça. Il faut juste les placer au bon moment. Tu as parfaitement résumé le truc. Donc, en fonction de ce que va imaginer l'autre, faut jouer la bonne carte. Donc, je vous disais, c'est 8 cartes chacun. C'est hyper minimaliste, donc ça se met dans la poche. Là, c'est plus voyage en train, celui-ci, que file d'attente. Ah oui. Par contre, ça fait réfléchir à façon double guessing, mais un peu plus que crossing. Là, je pense qu'à partir de 8 ans, c'est bien de commencer par là, et ça se joue entre adultes sans problème. Brave Rat, édité donc chez Blue Orange sur les rats écossais. Ok, moi je vais enchaîner aussi avec un autre jeu. Alors un jeu que j'ai découvert assez récemment au festival de Vichy, dans sa version pour pas la partie professionnelle. Ils ont scindé cette année là. Pour les moldus là. Voilà, c'était la partie moldue. Et donc ça s'appelle Le Temps des Quêtes. C'est un jeu de Sébastien Salvador et Alan Barbeau. Donc c'est un jeu qui a un petit côté assez amateur. Je pense pas qu'il est encore édité. D'ailleurs l'auteur là qui nous avait présenté le jeu était vraiment très très sympathique. Proposait même de donner des exemplaires si on avait une assoce de jeu, tout ça. Donc il y a un côté très participatif, j'ai l'impression, à leur démarche. Bon, au début quand ils nous l'ont pitché, on était avec des amis. Alors il nous a dit ça ressemble un peu au Milborn. Je t'avoue, ça nous a un peu refroidi. Un mélange entre le Monopoly et le Milborn et le voilà. jeu de loi. Alors en fait, si je dois le résumer, c'est vrai qu'il y a des mécaniques de Milborn. Moi, si j'avais présenté le jeu, j'aurais peut-être dit il y a un mécanique du saboteur, parce que dans le saboteur, ils ont repris le Milborn, mais au moins on dit que c'est pas le Milborn. Mais c'est dans l'idée qu'on peut mettre des obstacles aux autres et qu'après, il faut, par exemple, on pète la lanterne de l'autre et puis après, il faut une carte lanterne pour la rallumer. Moi, je dirais que c'est plutôt un croisement entre ça et Munchkin un petit peu.
Ah qui oui. est un jeu aussi, un peu sur le thème des donjons et dragons, jeu de rôle dans l'univers. Donc le temps des quêtes, en fait, on va explorer un donjon. C'est un jeu uniquement avec des cartes. Et on va petit à petit progresser avec notre héros jusqu'à récupérer des pièces d'or, voire 1000 pièces d'or et se barrer du donjon. Pourquoi j'ai pensé à ce jeu ? Parce qu'il y a un système de combat. Des fois, on va rencontrer un monstre. On retourne une carte monstre, ou alors on peut aussi balancer des monstres à nos adversaires. Et le système de combat est un pierre-feuille-ciseau. Donc, ils ont D'accord. mis 3 cartes. Il y a la carte attaque en finesse, attaque en force, et je ne sais plus qu'est-ce que c'est le dernier. C'est pas comme dans les jeux de rôle, tu dis j'ai de la force, j'ai de la. Non. Là, c'est. Là, il y a 3 cartes. Le gars qui joue la souris, par exemple, en fait, tu te donnes contre un rat, tu vois, et il a 1 point de vie, toi, tu en as 20. Et tu vas faire des shifumi. D'ailleurs, le gars qui nous a pitché le jeu nous a dit, en fait, vous pouvez soit faire avec les cartes, sinon faites un pierre-feuille-ciseau. Ça ira plus vite. Il nous a clairement dit, faites un pierre-feuille-ciseau, et c'était beaucoup plus drôle. On retrouvait tous les éléments qui font que le shifumi, ça marche. C'est-à-dire que le rat, il a 1 point de vie. Donc, quand tu combats un rat, en soi, il peut gagner contre toi, mais il te fait perdre 1 point de vie s'il gagne. Ah oui. Et donc, c'est comme si toi, tu avais le droit de perdre 20 fois quand tu as 20 points de vie, et lui, il a le droit de perdre qu'une fois. Mais bon, des fois, tu te retrouves à te faire perdre 1, 2, 3, 4 fois contre un rat. Ah oui, ça Tu énerve. peux perdre 4, 5 points de vie sur un petit rat. Et il y a un côté vraiment sympa, finalement, marrant dans ces systèmes de combat. Et en fait, ça m'a fait penser, d'ailleurs, quand j'ai joué à ce jeu, je me suis dit, finalement, il y a pas mal de jeux où parfois les joueurs critiquent le système de combat, où on lance les Oui, dés, puis c'est c'est un peu aléatoire. hasardeux. Ah bah Et là, ben, moi, je vous propose une variante que vous pouvez rajouter sur vos jeux un peu de conquête comme ça, où il y a des formats de combat qui vous conviennent pas. Rajoutez un shifumi, quitte à avoir des points de vie, quoi. Il y en a un, il a Ouais. 2 points de vie, l'autre 1 point de vie. Ah oui. Et en fait, ça dynamise vachement les combats. Ah oui, c'est vrai, ouais, à risque, tu pourrais, si vraiment. Non, tu pourrais dire, t'as 3 essais, toi tu vas gagner 3 manches et moi je dois en gagner une parce que j'ai plus d'armée. Ouais. Ouais, voilà. Ouais, Puis c'est je hyper crois qu'il y avait intéressant. aussi sur Mare Nostrum, c'est un jeu où il y a des combats. Et Ça, là, j'ai jamais joué non plus. Deuxième appel du pied. Quoi. je ne l'ai pas, Voilà. je ne peux pas te le proposer dans l'immédiat. Mais Mare Nostrum, moi, quand je me suis documenté sur ce jeu, j'ai un peu vu qu'il y a un système de combat qui était critiqué. Donc, il doit faire une réédition peut-être un jour, là, prochainement. Mais dans l'état, c'est un peu un système 2D. Donc, je ne sais pas si ça se prêterait à faire du Shifumi. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça. Ah, c'est une Très piste sympa. intéressante. Ouais. C'est une piste intéressante, ça fait de remplacer le. Donc voilà, pour le temps des quêtes, ils ont un site qui s'appelle maîtreguerrier.com au pluriel, où vous pouvez retrouver toutes les infos sur ce jeu-là. Et c'est des gens très sympathiques C'est ça. qui développent ce petit jeu de cartes très simple. Donc il sera peut-être édité au moment où vous écouterez cette émission. Mais on Peut-être. espère pour eux, quoi, en tout cas. Parfait. Et le dernier jeu qu'on voulait vous proposer, c'est un jeu qui s'appelle Not Alone. C'est un jeu édité chez Geek Attitude Games. C'est un jeu de Guylain Masson et c'est illustré par Sébastien Caveau. Alors pour le thème, en fait, on est plus sur une ambiance à la Predator. On va dire, il y a des explorateurs qui sont sur une planète hostile et ils sont traqués par une créature. Ah ouais, carrément. Ça fait peur. Ça dit, si, il est un peu stressant quand même le jeu, il est un peu stressant. Et leur objectif, c'est de survivre en fait jusqu'à ce que la navette des secours arrive. D'accord. Et le jeu, ça c'est pareil, j'espère qu'on pourra en parler dans une autre émission, c'est un jeu asymétrique. C'est-à-dire qu'il y en a un qui joue la créature et les autres qui jouent les explorateurs. Ok. Tous les autres jouent on appelle ça les traqués en fait, les explorateurs qui sont traqués par la créature. Ça se joue en 2 temps. Le premier temps, tous les traqués choisissent un lieu sur lequel ils veulent aller. Ok. Les lieux sont tous différents, ils sont plus ou moins intéressants. Ils choisissent secrètement où est-ce qu'ils vont, ils ont pas le droit de se concerter. Et ensuite, la créature va venir poser des jetons, 1, 2 ou 3 jetons sur les lieux sur lesquels elle veut se positionner, elle. Et si jamais le traqué va sur le lieu que la créature a choisi, il lui arrive des bricoles et puis elle n'arrive pas à faire le pouvoir du lieu. C'est très amusant à jouer des deux côtés, moi je trouve, à la fois du côté créature, d'essayer de deviner un peu où c'est que les joueurs vont se mettre, et puis forcément en plus ils perdent leurs cartes au fur et à mesure, donc c'est vraiment la galère pour les traquer. Donc eux savent qu'il y a des actions qui sont très très intéressantes pour eux, mais ils vont pas le faire parce que la créature va s'y mettre, mais peut-être qu'elle va pas s'y mettre ce coup-ci parce qu'elle sait que c'est intéressant, enfin bref. Donc c'est que du double guessing pendant toute la partie, avec le côté coopératif pour tous les traqués. C'est un peu un contre tous, quoi, qu'ils ont repris, enfin je sais plus, là c'est 2016 ce Not Alone, j'ai vu, mais il y a ce côté un contre tous. C'est ça, il y a un côté Scotland Yard, pour moi c'est le... D'accord. Je sais pas si pour les plus vieux, en fait, qui jouent à Scotland Yard, où il y en a des enquêteurs qui doivent trouver... Mais on en parlera dans une autre émission du 1 contre tous, mais c'est un sujet que j'adore. C'est un format très, très spécifique, Ouais, où il y a j'aime pas mal de beaucoup. jeux qui ont été édités avec ce système. Donc voilà, on passe la partie à se demander sur quel lieu positionner, sachant que certains sont plus intéressants et que la créature le sait pertinemment. Et ce que j'aime beaucoup dans ce genre de jeu, c'est qu'il y a toujours un point de bascule, c'est-à-dire qu'au début, les traqués galèrent comme c'est pas possible, parce que la créature est quand même assez balèze. D'accord. Elle a plein de pouvoirs à la con,
Donc, Elle commence plus forte que les explorateurs, enfin que les elle traqués. n'est pas plus forte, mais elle est très méchante. Elle a des cartes vraiment désagréables à jouer. Sauf que les traqués, au bout d'un moment, ils vont pouvoir acquérir de nouveaux lieux, ils vont pouvoir acquérir des trucs, et ce qui fait qu'à un moment, ils deviennent un peu plus forts. En fait, quand ils arrivent à choper des lieux en plus, la créature a de plus en plus de lieux à surveiller. Ah ok, donc il y a un système où tu galères au début quand on Ouais. chie quand elle est survivant, mais C'est tu ça. as ce côté satisfaisant de tu progresses un peu C'est avec... Ça ton s'inverse, équipe. quoi. C'est-à-dire qu'au début, tu galères et puis tu rigoles quand tu joues la créature. Ce qui est pas mal parce que les jeux un contre tous, c'est pas facile des fois pour celui qui joue tout seul et C'est ça. peut-être pas mal dans ce sens-là, de commencer en étant fort quand tu es Ouais. tout seul et que les autres ils galèrent mais ils sont plusieurs, que l'inverse finalement quand tu joues tout seul et que tu te fais rouler dessus par 4 joueurs et qu'il faut très très bien jouer le rôle seul pour gagner, c'est des fois un peu plus aride comme style de jeu. Un jeu masochiste. Non mais j'ai plus de jeux qui me viennent comme ça en Ouais. tête, mais il y en a où Oui. c'est vraiment les héros sont forts d'emblée et c'est plus celui qui est tout seul qui va devoir un peu ramer pour petit à petit devenir fort. Typiquement si c'est dans Love Letter Marvel où ils ont fait ça, où D'accord. il y en a qui jouent Thanos et plus il va avancer, plus il va poser des cartes et devenir fort, alors que les héros finalement sont assez forts dès le début. Là, c'est le contraire. Ouais. Voilà. C'est parfait. Mais voilà, j'aime ce moment de point de bascule où ça s'inverse là. On était stressé, puis on devient un peu détendu, et puis on était détendu, on devient stressé, quoi. Suivant la position où on se trouve. Comme le jeu précédent, c'est relativement long, c'est entre 30-40 minutes, voire 1 heure. Et là, il faut bien avoir au moins 10 ans pour. Ah oui, pour y parce que jouer. ça fait peur en plus. Un petit peu, oui, un petit côté de dire est-ce que je vais me faire attraper, est-ce que je vais me faire attraper. Not Alone, chez Geek Attitude Game. Bon, alors on a aussi, avant de passer à notre prochaine rubrique pour finir sur le Shifumi, un débat qu'on n'a pas eu, c'est la question du puits. Parce Bah que oui. est-ce que tu as déjà joué avec des gens qui rajoutent le puits, toi? Moi, quand j'étais petit, on jouait avec le puits, en fait. Ah ouais, alors moi je supportais pas jouer avec le puits. Le puits pour moi c'est une hérésie. Ah, c'est vrai. Il n'est pas présent dans les règles officielles. Alors, dans le World Championship Ah, il y a pas de américain, il n'y a pas de puits. Et C'est ça. je pense pas qu'il y ait de puits au Japon non plus. Et en fait, le problème du puits, c'est qu'il déséquilibre le jeu, puisque le puits bat les ciseaux et la pierre. Oui. Parce que ça tombe dans le puits. Tandis que la feuille, elle est très très grande, la feuille, et elle couvre le puits, quoi. C'est ça, donc il a un seul contre et il bat les deux autres. Et à l'inverse, le papier devient nul, parce qu'il se fait battre par les ciseaux. Non, si, c'est ça. Non, le papier est pas mal parce C'est qu'il qui bat qui le est nul puits et la pierre. C'est le ciseau qui C'est le devient ciseau un qui peu devient nul, un peu il nul, tombe ouais. dans le puits. Il se Et fait la battre par pierre qui tombe dans le puits et qui se fait battre par la pierre. Ouais. Ouais. Donc il y a des symboles un peu plus faibles, un peu plus forts. Enfin, ça déséquilibre complètement le jeu. Cependant, c'est quand même pas inintéressant, parce que si tout le monde sait que le puits est plus fort, on va avoir tendance à jouer le puits. Oui, certes, c'est vrai qu'on peut retomber dans ce double guessing avec une proba inversée, mais pour moi, le puits, ça reste quand même le truc du gamin de cour de récré frustré qui a inventé ça parce qu'il en avait marre de perdre. C'est un peu comme c'est la bombe nucléaire version puits, quoi. C'est ça. On ne recommande pas de jouer avec le puits, effectivement. Non, clairement pas, non. Non, Mais puis si vous le faites, on le saura. Donc le puits, c'est non. C'est la piquette, Jack. Tu sais pas jouer, Jack. T'es mauvais. Ne l'écoute pas. Ne l'écoute surtout pas. Tu n'es pas une Madeleine. Très bien, on enchaîne maintenant avec une rubrique qui s'appelle Ma Madeleine. Ma Madeleine, c'est référence à Ma Madeleine de Proust. On va vous parler d'une expérience ludique qu'on a eue et qui nous a marqué, qu'on aime bien se rappeler. Aujourd'hui, moi, j'ai envie de vous parler de ma découverte d'un jeu qui s'appelle Les Chevaliers de la Table Ronde. J'ai pas joué non plus, 3e appel du pied. Alors, si t'as pas joué aux Chevaliers de la Table Ronde, c'est C'est peut-être parce que tu n'étais pas joueur à l'époque. Oui. En tout cas, ce jeu, il a quand même marqué un petit peu son époque. Donc, c'est un jeu de Bruno Catala, le même auteur que Seven Wonders Duel dont on a parlé. Tout à fait. Tout à fait. Mais il l'a pas fait tout seul. Je vais retrouver le deuxième auteur sans trop tarder. Mais je vais vous expliquer le principe avant. C'est un jeu qui a vraiment lancé la coop. Il y avait très peu de jeux de coop au moment où il est sorti, ce jeu. Je crois que je n'ai pas souvenir qu'il y avait beaucoup d'autres jeux de coopération. Non, c'est nouveau. Hein. Et donc dans ce jeu, en fait, c'est dans l'univers donc des Chevaliers de la Table Ronde, de Merlin l'Enchanteur, etc. Alors c'était avant la série à succès Camelot, hein, donc il n'y avait pas cette référence-là. Donc c'est plutôt sérieux comme univers, avec la direction artistique qui va avec. Dans ce jeu, on peut jouer jusqu'à 7 et on va jouer chacun l'un des Chevaliers de la Table Ronde. Il y a un système de cartes qui vont nous permettre de remplir des quêtes. Et les quêtes, il y en a plusieurs. Il y a un plateau de jeu avec plusieurs quêtes. Et selon les quêtes qu'on veut entamer, c'est pas les mêmes règles. Par exemple, il y a une quête, c'est le chevalier noir. Il faut avoir la plus haute valeur. On a des cartes qui ont des valeurs de 1 à 5. Des fois, il faut faire un brelan. Des fois, il faut mettre des paires, etc.
Et on joue tous ensemble contre le jeu. Il y a un côté très sympa pour nous à l'époque, je me rappelle avec mon groupe de joueurs, c'était vraiment une découverte de pouvoir jouer tous ensemble contre le jeu. Et il y a un système de cartes noires qui fait jouer le jeu. Ok. Ça, c'était hyper novateur. Vraiment, là, l'idée pour l'époque était assez incroyable. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans ce jeu, c'est que voilà, c'est un jeu qu'on a poncé avec notre groupe. Il y a donc un traître. Ah. Ou pas. En fait, oui. on va distribuer, par exemple, si on est 6, on va distribuer 7 cartes rôles, dont un traître. Qui n'est pas forcément là. Qui peut y avoir un mec qui joue mal exprès. Qui Voilà. joue mal pas exprès. Voilà, il y a 7 cartes rôles pour 6 joueurs, donc potentiellement le traître n'est pas distribué. Mhm. Mais potentiellement oui, il s'appelle le félon. Et donc le félon, lui, tout simplement gagne si les héros perdent. Donc il va falloir mal jouer quand t'es le félon, mais sans que ça se voit trop, parce que... T'arrives des bricoles si on te repère. sinon, je crois qu'on peut le dénoncer. Et en fait, si on le dénonce, ça fait instantanément des épées blanches, parce qu'en fait, il y a un système de... Quand tu réussis une quête, tu as des épées blanches, et si tu la rates, c'est des épées noires. Tu es sûr que tu vas gagner ou perdre. D'accord. Et donc, tu peux accuser les gens d'être le félon, et si tu te plantes, tu vas avoir des épées noires, mais si tu le trouves, tu as des épées blanches bonus, et je crois qu'il peut plus nuire, ou beaucoup moins. Oui. Et donc, nous, en fait, on a fait, je pense, les 4-5 premières parties. On avait un ami qui a toujours été le félon. C'est que la probabilité... Il s'appelle Mathieu. Coucou Mathieu. En fait, à tel point que son surnom est devenu le félon. Hein. C'est-à-dire qu'après, à tous les jeux qu'on faisait, c'était Matt le félon. C'est ce que je disais, la magie des probas fait qu'il était toujours félon. Donc vraiment un beau moment. Et je pense que c'est un jeu qui rappelle pas mal de souvenirs à beaucoup de joueurs. Pour l'époque, c'était assez c'était énorme. Novateur. Et alors, ce que j'ai pas dit quand même, c'est le deuxième auteur, c'est Serge Laget. Auteur de Mare Nostrum. Voilà. Et c'était édité par Days of Wonder. Oui. Et donc ça, à l'époque, pareil. Days of Wonder, c'est l'éditeur des Aventuriers du Rail, en fait, entre autres. Entre autres, mais c'est eux qui ont augmenté la qualité des jeux, surtout, qu'on trouvait en boutique. Et les Chevaliers de la Table Ronde, le matos, pour l'époque, est fou. C'est-à-dire qu'il y a des figurines, les chevaliers c'est des figurines, il n'y avait jamais de jeu à figurines quoi, tu vois. Vraiment, le matériel était fou. Donc en plus édité par Days of Wonders. Days of Wonder, 2005, Bruno Catala, Serge Laget. Parfait. Moi, ma Madeleine, elle est un peu plus simple et rapide. Toujours dans cette idée de traîtrise, en fait. C'est les loups-garous. On jouait à ça avant qu'on découvre les jeux modernes. 9 fois sur 10, je jouais le maître du jeu parce que sinon je me faisais éliminer dès le premier tour. On parlait un petit peu de l'aspect psychologique, tu vois, et tout ça. En fait, vu que j'ai tendance à embobiner les gens sur les parties précédentes, et ben par prévention, ils me tuaient dès la première nuit. Ah ouais. Voilà. Moi, j'ai eu le même problème. Hein. Après avoir joué notamment à un autre jeu qui s'appelle le Zombie, le bon, la brute et la blonde, la brute et le truand. Okay. J'ai acquis cette réputation de mec qu'il fallait pas. C'est ça, qui va gagner si on le laisse faire. Quoi. Ou en qui on pouvait pas avoir confiance. Et après, il y avait des fois, c'est d'abord on élimine Aurélien et après on joue quoi. C'est ça. Exactement, c'est pareil. C'est pareil. Donc en fait, ce qui est l'avantage, c'est qu'il y a un maître du jeu, donc je faisais le maître du jeu. J'ai autant de plaisir à voir qui mentait. Et... j'ai Loup-garou, j'ai bien aimé faire maître du jeu aussi. Ou alors, il faudrait qu'on joue ensemble. Ah, et qu'on pacte de non-agression, on s'élimine pas dès le premier tour. Ça ferait au moins 2 cibles à éliminer pour les autres. On pourrait mourir en deuxième. Parfait, on va faire ça. Il est l'heure de se réveiller. Il en manque une. Vous êtes sort? Tout à fait ça. Ça alors? Si ça vous ennuie pas, je vous en demanderai $20. Et moi, je t'offre la vie. Ça te va? Vous faites une affaire. On passe maintenant à la rubrique La bonne occasion du mois. Donc, on va essayer de vous présenter chaque mois une bonne occasion. Ce mois-ci, on a sélectionné un jeu qui s'appelle Hyperborea. C'est un jeu qui n'est pas excessivement connu, qui est de 2014. Les auteurs, c'est Andrea Chiaverzio et Pierluca Zizi. Ça sent l'italien. Édité chez Marabunta. Jamais entendu parler de cet éditeur. Je crois qu'ils n'ont fait que ça. Hein. C'est possible. Ils ont dû faire peut-être autre chose, ou alors c'était un one-shot comme des ça. Des pizzas. Ouais, peut-être. En tout cas, c'est un jeu qui repose sur une mécanique de bag building. Ah oui, c'est bon ça. Ouais, donc on va avoir un sac, donc un bag, dans lequel on va mettre des cubes en bois de différentes couleurs. Et en fait, c'est un jeu qui a un petit côté 4X, donc il y a un plateau. 4X, c'est quoi 4X? Alors les 4X, c'est des jeux où on se développe, il y a de la technologie, de la conquête et du commerce. Ok, quoi. Genre site quoi, un peu. Ouais, voilà. Du gros jeu quoi. Mare Nostrum, voilà, Civilisation, ces jeux sont des 4X. Et donc dans Hyperborea, on va être chacun à la tête d'une faction. On peut
jouer avec des factions asymétriques ou pas, ça c'est une option. Et on va avoir un système d'action pour occuper le territoire qui est le plateau de jeu. Il y a plein de manières de scorer. Donc tout ce qu'on fait score, c'est-à-dire si on achète des nouvelles technologies, on va scorer. Si on élimine des unités adverses, on va scorer. Si on met des nouveaux cubes dans notre sac, on va scorer. Voilà. Et donc la manière de se développer dans ce jeu, c'est de rajouter des cubes dans notre sac. Et les cubes, c'est nos points d'action. Donc à chaque tour, on va piocher des cubes dans notre sac. Et en fonction de la couleur des cubes, on va pouvoir faire certaines actions. Donc certaines actions, par exemple militaires, vont demander 2 cubes rouges. Pour la technologie, ça va être des cubes bleus, je crois, le déplacement des cubes verts. Selon ce qu'on va faire, il va falloir avoir les cubes d'une certaine couleur. Et il y a également certaines actions qui sont disponibles via le plateau de jeu. Donc quand on va occuper certains lieux du plateau, ça peut aussi faire certaines actions. Donc Hyperborea, c'est un jeu qui est plutôt initié parce que la durée de partie alors, est dépendante du nombre de joueurs, mais ils disent 30 minutes par joueur. Donc si on joue à 2-3, ça reste à 3 joueurs, c'est par exemple 1h30. C'est pas hyper compliqué, je trouve, à expliquer parce que les choses sont assez intuitives. Et c'est un jeu qui, en plus, a des petites figurines, qui est vraiment bien produit. Je sais pas si, même si l'éditeur n'est pas très connu, il est bien produit. Et il a eu un succès très limité, j'ai l'impression, et notamment sur le marché de l'occasion. Il se revend vraiment pas cher. Il y a eu un gros tirage peut-être et qui n'a pas marché. Sans doute, ils avaient peut-être fait un tirage important, ou alors il n'a pas trouvé sa place au moment où il est sorti. Je ne saurais pas dire, mais en tout cas... C'est vrai que moi je ne le connais pas, le jeu, et c'est une boîte qui est assez grosse. Ouais. Et les gros jeux, on se dit, oulala, ça va être compliqué, c'est pas pour moi. Et en fait, c'est pas si compliqué que ça, quoi. Peut-être qu'il était un peu surproduit. Toutes ces figurines, il y a des tuiles, etc. Enfin, tout est assez beau. Finalement, pour un jeu initié, peut-être qu'il n'est pas assez profond pour certains joueurs experts. Mais moi, je trouve que quand on le rejoue, il y a quand même pas mal de cartes technologie qui font que les parties, il y a une énorme rejouabilité. Le plateau est modulable, on peut mettre de l'asymétrie dans les peuples. Donc vraiment, c'est un jeu moi, que j'apprécie sortir. Après, le backbuilding, c'est un système qui n'est pas non plus toujours facile à appréhender. Pas très fréquent aussi, Ouais, si tu veux sortir ça en initié, quelqu'un qui connaît pas trop les jeux de société, ça peut être un peu hard au début. Oui, pour l'apéro avec tes beaux-parents, ça marche pas. Non, pas Hyperborea, clairement. Et puis c'est un jeu aussi, je pense, qui a un effet d'expertise. C'est-à-dire que si tu connais le jeu, tu vas être plus fort que des joueurs qui découvrent le jeu. Oui. Il y a un effet d'apprentissage, quoi. Mais en tout cas, c'est un jeu qu'on peut retrouver assez facilement d'occasion et pour un prix autour de 20-25 €, quoi. Sachant que c'est un jeu qui... Alors, les prix des jeux, on ne peut pas trop comparer parce qu'il est 2015, les prix ont évolué, mais on va dire qu'aujourd'hui, avec le matériel qu'il a, il serait vendu autour de 80 €, je pense, neuf. Donc, si vous voulez un jeu un peu conquête, occupation de territoire, développement qui est très cohérent et qui est pas cher, vraiment Hyperborea, moi je vous le recommande. Donc 2 sites principaux moi que j'utilise sur les occasions. Alors Le Bon Coin, très connu de tout le monde. Sur Le Bon Coin, on surpaye un peu les choses, les jeux, parce qu'il y a des frais Le Bon Coin. Et on paye la garantie de paiement, entre guillemets. Et il faut savoir aussi que sur Le Bon Coin, si vous avez des jeux à partir d'une certaine valeur, ça vaut le coup parce que l'assurance du Mondial Relais, du transporteur, est par défaut beaucoup plus élevée. D'accord. Donc vous avez 300 €. Donc si le colis perd, si vous prenez un jeu à plus de 100 €, je pense que c'est pas mal Le Bon Coin. Sinon, Ocaseo, bien sûr, un autre jeu assez connu des gens qui achètent et qui revendent. Puis il est intéressant parce qu'il y a un petit peu... Argus, il te propose, quand tu veux le mettre en vente, le prix moyen de combien ça s'est vendu, en fait. Oui, ça tout fait à un peu fait. Argus, en même Tout temps. à fait, ouais. Alors il y a une petite manip, en fait. Il faut faire semblant de vendre le jeu. Ouais. Et là, il va te dire à peu près à combien s'est vendu le jeu en moyenne. Ouais. Il le propose sur Le Bon Coin aussi maintenant, mais c'est moins... Comme c'est pas que des jeux de société, c'est des fois un peu moins fiable, l'estimation. Donc sur Ocaseo ou sur Le Bon Coin, c'est un jeu qu'on retrouve facilement. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce concept, cette chose? Tu expliques? L'atelier de MacGyver. Donc l'idée, c'est de trouver des outils, des trucs... des outils technologiques en lien avec le jeu. Voilà, des petits outils, alors plus ou moins technologiques. Des fois, il y aura des choses peut-être pas... Des fois, il y aura un trombone, peut-être. Voilà, mais c'est le côté MacGyver. C'est-à-dire que ça peut être des trucs plus ou moins élaborés, mais qui sont en lien, effectivement, utiles pour les jeux. C'est ça. Et aujourd'hui, donc, on va parler d'une application qui s'appelle Choisi. Alors, je vous l'appelle, c'est CHWAZI, et qui permet de répondre au cruel dilemme du premier joueur. Qui commence ? C'est pas toujours facile de trouver qui commence. Alors, on peut faire un Shifumi.
On peut faire un Shifumi, mais oui, c'est vrai. Ouais, mais quand t'es 5, ça devient plus compliqué. C'est ça. Quand t'es plein de joueurs. Et puis, c'est pas toujours un avantage de commencer. Il y a plein de jeux, mais on a toujours envie quand même d'être le premier. Moi, j'aime bien être le premier parce que c'est une façon un peu d'assurer une victoire pour la soirée jeu, en fait. Même petite, on a au moins gagné un truc. Quoi. Ouais, ok. Ouais. D'ailleurs, sur les choix de premiers joueurs, je crois qu'on arrive à un point où tout a été un peu fait quand même. Il y a eu une mode au début de dire c'était drôle de dire c'est sortir du plus jeune qui commence. C'est ça. Avant, c'était ça. C'est souvent le plus jeune qui commençait. Alors, il y a un contre-exemple, c'est les colons de Catane où c'est le plus vieux qui commence. Voilà. Et j'ai essayé de trouver un petit peu les règles les plus originales du moment. Donc, il y a Harmonie, en fait, c'est le dernier joueur à avoir vu un joli paysage, par exemple. Il y a Anabi, c'est le joueur qui a les vêtements les plus colorés. Small World, c'est le joueur avec les oreilles les plus pointues, parce qu'il y a des elfes, c'est rigolo. Il y a Trio, c'est le dernier joueur ayant mangé un avocat, le fruit, enfin le légume, quoi. Azul, le dernier joueur est allé au Portugal. Ouais. Les loups-garous, le joueur le plus poilu. Et le Monopoly, le dernier joueur est allé en prison. Voilà, donc les deux derniers sont faux, en fait. Les deux derniers sont faux. Ouais, c'est ça. Non, mais ils reprennent en fait des choses souvent un peu thématiques avec le jeu. Et, c'est ça. Et le problème, en fait, de ça, c'est que souvent, à moins de changer beaucoup de joueurs, le joueur le plus poilu, ça restera souvent le même. Le plus âgé, ça reste toujours le même. Et du coup, le premier joueur tourne pas beaucoup avec ses mécaniques. Exactement. À part Harmonie et puis les jeux plus récents, essaient de trouver le dernier qui a vu un beau paysage. C'est plus subjectif, ça peut changer. Ça peut, ouais. Et donc, je vous donne une astuce de grand-mère. Il suffit de dire que le plus con commence. Et en général, on vous laisse commencer. Ah bah ça dépend. Moi, je connais des gens qui sont prêts à se battre pour être le plus con. Ou alors sinon, il y a une autre astuce. Tu prends le pion rouge, par exemple, et puis tu dis que c'est les rouges qui commencent. Si tu vas assez vite, ça peut passer, quoi. Ça marche quand tu joues avec des cons. Ah, c'est ça. Bref, voilà, c'est compliqué. Heureusement, est arrivée une application aussi utile qu'indispensable. Une application qui s'installe à la fois sur smartphone et sur Apple. Ça marche partout. Hop, le processus, c'est assez facile. Donc, il y a juste l'application à lancer. Chaque joueur utilise un doigt. Donc, il faut encore avoir des doigts. Faut encore avoir des doigts, c'est un fil rouge aujourd'hui. Oui. Donc, il suffit de poser son doigt sur l'écran. Donc, ça fait un petit bruit comme ça. Et on attend. Et là, l'application vient d'entourer un des doigts. Donc là, c'est le doigt blanc qui a gagné. Donc si votre doigt reste entouré, c'est vous le premier joueur. Exactement. Donc c'est hyper simple, c'est efficace. Il suffit juste d'assurer que les participants sont en possession d'un doigt propre de préférence, surtout si c'est mon smartphone, les autres, pas grave. Tout à fait. Et en quelques secondes, boum, la sentence tombe. Fini les négociations sans fin pour savoir qui va engager les hostilités. Il y a une deuxième option qui est intéressante aussi, qui permet de choisir le nombre de doigts sélectionnés. Donc c'est 1 par défaut. Mais c'est pratique si on veut faire des binômes ou des groupes. Oui, donc, j'ai vu qu'il y a un mode pour faire des équipes. Exactement, donc tout le monde pose son doigt et l'application attribue une couleur à chacun. Je ne vous en dis pas plus, en tout cas ce qui est certain, c'est que ces aventuriers mythiques, la crème de la crème, seront répartis en 2 groupes, les rouges et les jaunes. Voilà, s'ils avaient ça gagnerait au moins 4 épisodes, je pense. Ah oui, mais là, je pense qu'il faut qu'ils achètent les droits et ils pourraient l'implémenter dans Choisi. Exactement. Donc, je vous rappelle le nom de l'application. Ça s'appelle Choisi, CHWAZI. Choisi. C'est gratuit et c'est disponible sur toutes les formats, Android, smartphone, Apple. Je mets le doigt devant, je mets le doigt derrière, je mets le doigt devant, je fais de tout petits ronds, je fais le boogie boogie, je fais le tour de moi-même et je vais en avant. Voilà. Et donc toute autre partie du corps que le doigt pour utiliser Choisi est bien sûr proscrite à ne pas refaire chez vous. Eh bien, c'est une merveilleuse conclusion pour cette émission qui s'appelle donc les Ludologues. Et on vous retrouve pour une émission sur un prochaine, on espère. On a vraiment eu du plaisir à vous partager ce moment et on espère que ce sera agréable à écouter comme on a aimé vous le raconter. Merci. À bientôt. Amateurs de meeple, les ludologues, c'est des histoires de jeux sans orgueil. Le saviez-vous? Le saviez-vous? Le saviez-vous? Oh! Et aux braves lanceurs de dés, les ludologues, vous comptez des histoires de jeux à succès. Le saviez-vous? Le saviez-vous? Le saviez-vous? Oh! Par ici, les constructeurs de decks, les ludologues, c'est l'histoire des jeux depuis l'âge des Aztèques. Oh! Le saviez-vous? Le saviez-vous? Le saviez-vous? Oh! À
À tous les bars et de jeux de plateau, les petits comme les gros, que vous aimiez les âmeries trash, les jeux solo ou les euros, les ludologues, c'est des histoires de jeux que vous entendrez plus de sitôt. Vous le saurez.